Allô. Bonjour. Tu es Marc? Marco. Ravi de te rencontrer. Enchanté. Et bienvenue dans notre belle ville de Vienne. Je suis vraiment très heureux d'être dans cette magnifique capitale impériale. Jérôme, j'ai une petite surprise pour toi. C'est comme ça que nous aimons accueillir nos invités à Vienne. Je t'invite à monter à bord et à profiter de ce voyage VIP. Ah bah dis donc, c'est un accueil royal, impérial même. Hop. Ah, génial. Ah, c'est confortable en plus. Nous sommes le seul et unique restaurant roulant à Vienne. Et toute la nourriture provient d'un des plus vieux établissements de la ville. Allons-y. Allez, avec plaisir. Il y a des façades d'immeubles qui sont absolument sublimes. Hein. Il y a une architecture très particulière ici à Vienne. La plupart des bâtiments que l'on voit pendant la balade datent du XVIIe au XIXe siècle. Waouh! On entend juste les sabots des chevaux sur le sol. On est plongé vraiment quelques siècles en arrière. Devant nous, tu peux admirer le palais impérial. C'était le palais d'hiver de la famille Habsbourg. Le palais tout entier est composé de 2600 pièces. On n'a pas assez d'une vie pour changer de chambre tous les soirs. Hein. Dis-moi, Jérôme, quels sont tes plans durant ton séjour à Vienne? J'ai vraiment envie de sentir l'atmosphère de la ville de Vienne en cette période de festivité et visiter les lieux d'exception et aller dans les coulisses surtout, visiter les endroits secrets, donc que ce soit ici à Vienne, puis à Salzbourg également. Noël, c'est la période rêvée pour découvrir la ville spécialement décorée avec tous ces marchés de Noël. Nos festivités de fin d'année alors. Et à Vienne, que pourra. Dans la capitale autrichienne, Noël se dit aussi Krampus. Le Krampus punit les enfants méchants et Saint-Nicolas récompense ceux qui ont été sages. Et Jérôme Pitorin a été très sage. Le panorama est absolument exceptionnel. Hein. Sur les bords du lac, tu vois les eaux turquoises, ça ressemble aux Caraïbes. Tout est prêt pour une échappée. Bien sûr, ce ne sont pas des rennes, mais ils pourraient facilement les remplacer pour tirer le traîneau du Père Noël. Très fraîche. Avec ces cascades artificielles, on peut vraiment recréer des conditions de haute altitude. Et pour reprendre des forces, Garçon, je vais prendre un café crème avec une tarte au chocolat et de la chantilly. J'aimerais bien passer faire un petit coucou à Wolfgang Amadeus Mozart. Hein, Oui, je vais te le présenter, en tout cas sa maison. il suffit d'être gourmand. J'aimerais acheter 2 boules de Mozart. Volontiers. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Rentrer dans ce café, c'est comme un voyage dans l'histoire, au temps de la monarchie. Si vous voulez, vous pouvez souffler une boule de Noël. Un Noël féerique à Vienne. Katia. Bonjour Jérôme. Salut. Bienvenue à Vienne. Merci. Je suis très content de te rencontrer. De rencontrer cette star, cette diva, cette cantatrice si célèbre ici à Vienne. J'ai préparé plein de choses, donc C'est notamment vrai? oui. Ouais. On va passer rapidement à l'opéra tout à l'heure. Ouais. Mais regarde d'abord la statue en or de Johann Strauss. Ah oui.
Un vrai Viennois, le roi de la valse, qui fête ses 200 ans. Ok. Joyeux anniversaire, Johan! Mais il les fait pas. On est d'accord. C'est vrai. Il est bien conservé. C'est lui qui a inventé un petit peu ce courant de la valse viennoise. Exactement. Ouais. Et en fait, à Vienne, dès le lycée, environ entre la seconde et terminale, les gens apprennent à valser. On apprend à valser à l'école. Ah ouais. Et à minuit, lors du Nouvel An, partout, dans toutes les radios, toutes les télévisions, qu'on soit en discothèque ou à la place de la mairie, il y a 2 minutes de valse. D'accord. Et toute la ville valse. J'aime bien, tu vois, ces façades des vieilles boutiques, là, ça doit pas être... Alors, 1720, il y a marqué. 1720, oui. So, Schwäbische Jungfrau, c'est un magasin assez célèbre ici. Il vend des tissus. Ah. Et à côté, ce que tu vois, K&K, K-U-K. En fait, ce sont tous des magasins, des boulangeries, des pâtisseries qui existaient déjà lors de l'Empire austro-hongrois. D'accord. Le premier K, c'est pour l'Empire, Kaiserreich. Le U, c'est E. Et le deuxième K, c'est le Royaume de Hongrie. Le Königreich. Et alors toi, tu es arrivé à Vienne, quel est ton parcours de vie? Je suis arrivée à Vienne, je vais avoir j'avais 5 ans. Et enfin avec mes parents bien sûr. Et j'ai grandi ici jusqu'à ma période universitaire où j'ai commencé à Vienne et ensuite j'ai fini mes études à Graz, dans le sud de l'Autriche. Des études de musique, de chant? Des études de chant, oui. Ouais. Voilà. Donc nous voilà arrivés, ce fameux château de Schönbrunn. Je suis impatient de voir ce château qui fait partie de l'histoire, certes, de l'Autriche, mais un petit peu aussi de bon nombre de générations de Français et de Françaises. Ah oui, les fameux films de Sissi avec Romy Schneider. C'est quand même assez mythique. On va pas être tout seul à visiter le château, par contre. Officiellement, le château ouvre dans 30-40 minutes, donc on aura un petit peu de temps pour être juste tout seul. On peut visiter avant? On va pouvoir visiter avant. Je suis vraiment pas avec n'importe qui. Et voilà la grande galerie. Superbe. C'est beau avec ces lustres, ces dorures là. Donc on a les 2 grands chandeliers avec 70 bougies par lustre, plus tout cela. C'était une prouesse à allumer surtout. Enfin, j'imagine qu'avec un parquet comme ça, il y a dû y avoir des milliers d'heures de valse ici. Tu veux valser? Mais ça va super vite la valse viennoise. Ça va très très vite. Ah ouais. Ah ouais, donc il fallait pas trop boire. Talent. Il fallait pas trop boire en cocktail quand même parce que ça finissait mal. Waouh. Fou la tête qui tourne. Merci beaucoup. Bravo. Et alors là, je vais te montrer un lieu super secret. Oh. Incroyable. C'est une pièce qui a été commissionnée par l'impératrice Marie-Thérèse par son artiste préféré, Berge Wenzel. L'idée, c'était un peu quelque chose de très exotique, donc avec plein d'animaux, de fleurs, de fruits. Ah oui, clairement, oui. Beaucoup que l'artiste lui-même n'avait jamais vu. Oui, parce que là, c'est pas la végétation que... C'est pas très viennois, non? Le peintre avait jamais vu de singe, par exemple. Ah oui, on dirait un diable, c'est amusant. Le chien est d'époque parce qu'il a une permanente comme les coiffures de l'époque. Ouais.
Cet artiste a notamment peint pour la fille de Marie-Thérèse qui avait eu la variole, était complètement défigurée et en fait pouvait plus vraiment sortir au public. Et donc en fait c'était pour lui donner l'illusion d'être à l'extérieur. Oh là là. C'est beau. Ouais, c'est une belle intention en tout cas. Le premier endroit où j'ai été sur scène, c'était dans le théâtre du Palais de Schönbrunn. Si tu veux, je te montre. Ah bah oui, bien sûr. On y va ? Ça joue là, ça répète. Tu te souviens à quel moment tu as eu envie de chanter? D'après ma mère, j'avais 3 ans. La première fois que j'ai dit que je voulais être chanteuse d'opéra. À 3 ans? À 3 ans. En fait, on avait une cassette du film de l'opéra Carmen et ça m'a fascinée. Et en fait, c'était mon rêve. Et tu as commencé à prendre des cours à quel âge? J'avais 6 ans la première fois que j'ai été les petits chanteurs de Schubert. Et ensuite, à 16 ans, j'ai eu mon bac et j'ai commencé à l'université. Donc, ici. C'est très dramatique. J'ai commencé à l'université. C'est très bien rythmé. Tes parents se sont rendus compte que tu avais un don? J'ai eu vraiment de chance. Mes parents, en fait, dès le début, ils ont été pleins de support. J'ai vraiment grandi en pensant que j'étais la meilleure chanteuse au monde. Oui. Ils étaient avec des grands yeux pleins de... Oh, notre fille, la chanteuse. À chaque fois qu'il y avait des invités, j'étais toujours... Vas-y, chante quelque chose pour les gens. En tout cas, c'est formidable d'aller au bout de ses rêves et de jamais rien lâcher. Et c'est aussi formidable quand les parents et l'entourage vous y encouragent, quoi. Ça, c'est quand même... Absolument. Ça nous offre ensuite des talents comme ça, comme toi. C'est super. On peut commencer par Let It Snow. Au pied du majestueux sapin de 30 mètres de haut, chaque hiver, la grande place de l'hôtel de ville enfile son costume de fête. L'esprit de Noël envahit Vienne. C'est le plus grand et le plus célèbre marché de Noël de la ville. Il y a vraiment beaucoup de monde pour nous écouter. Ce soir, c'est sûrement la plus grande scène de Vienne. Comme dans un conte de Noël, la fanfare s'est formée il y a 10 ans sur l'un de ces marchés de l'Avent. Chez nous, il n'y a pas de bonne fête de Noël sans musique. Que ce soit des chants ou des fanfares, ça amène de la joie et du plaisir. Guidés par les effluves de vin chaud et l'odeur enivrante du pain d'épices, les allées du plus ancien marché de la capitale invitent à un voyage enchanteur où la magie se cache parfois dans des souvenirs d'enfance. Encore aujourd'hui, je me rappelle le moment où ma grand-mère m'a offert une boule à neige. C'est un cadeau qui ne s'oublie pas. Pour suivre l'histoire de ce drôle de globe qui fascine des générations de Viennois depuis sa création, en 1900, il faut pousser les portes de l'atelier, non pas du Père Noël, mais de Sabine Perzy. 4e génération de lutins à fabriquer à la main les boules à neige. Il faut vraiment s'appliquer sur la manière dont je peins sa bouche et ses yeux. Selon ce que je dessine, son visage peut complètement changer. Il peut avoir l'air un peu en colère ou être très heureux. De cette manière, chaque boule à neige est vraiment unique. Chaque année, la manufacture produit 300 000 boules à neige qui sont peintes, assemblées, puis secouées pour contrôler spécialement les chutes de neige. Nous cherchons vraiment à avoir la neige la plus réaliste possible. Que les flocons tombent très lentement et qu'ils durent longtemps. Sinon, ce n'est pas comme quand il neige dans la vraie vie. Comment on y arrive ? Ça, c'est un secret de famille qui se transmet de génération en génération et on est plutôt fiers car personne n'a réussi à nous imiter. De la neige à la glace, il n'y a qu'un pas que les Viennois maîtrisent plus ou moins bien. Mais pour ceux qui savent sur quel pied danser, tous les dimanches, il y a un rendez-vous à ne pas rater.
Les premiers airs se font entendre. L'heure de la valse a sonné. Vienne est comme ça quand on rentre dans la saison des bals et des valses. Roi de la valse, depuis que cette danse a été popularisée au 19e siècle, les Viennois la pratiquent partout et par tous les temps. Comme pour un bal, les patineurs artistiques ont sorti leurs plus beaux habits du dimanche. Pour moi, c'est vraiment une tradition. Je danse sur la glace depuis plus de 50 ans. Les hommes demandent à la dame si elle veut danser. Et ici, à la patinoire, toujours les dames veulent danser. Malgré les hivers rudes en Autriche, pour se réchauffer les cœurs, à Noël, les Viennois aiment se retrouver à l'extérieur. Amarrés dans le canal du Danube, au cœur de la capitale, à la tombée de la nuit, le pas de chiffre ressemble à la croisière s'amuse. Un mélange de curling et de pétanque sur les pontons supérieurs. Et en dessous, la seule piscine d'eau glacée de Vienne. À l'intérieur du bassin, l'eau est à 6 degrés. Et dehors, il doit faire 3 ou 4 degrés. Il n'y a pas trop de différence, c'est parfait. Allez, la première personne peut me rejoindre. C'est important de bien respirer, de garder son calme. Vous allez respirer par le nez et avec le ventre aussi. C'est très bon pour renforcer le système immunitaire, mais aussi le cœur. Je garde mon bonnet parce que la plus grande partie de la chaleur du corps s'évacue par la tête. Ça fait comme 1000 piqûres partout sur la peau. C'est vraiment gelé. Mais après, on ressent comme une vague de chaleur. Ça soulage et ça fait vraiment du bien de se surpasser. Après s'être revigorés et avoir déjà anticipé les bonnes résolutions de la nouvelle année, ces Viennois courageux sont fin prêts à plonger dans le grand bain des fêtes de Noël. On arrive à la Volksoper. Volk, ça veut dire peuple? Oui. C'est ça, hein? C'est donc l'opéra populaire. Ok. Je vois que tu as sorti à ton lieu de travail. C'est ton cartable finalement. Comme l'uniforme. Voilà, c'est ça. Tac. Attention, le backstage. Hop. Waouh. Vas-y. Pardon. Oui, c'est une autre ambiance que le théâtre du château. C'est beaucoup plus simple. C'est un peu l'idée de l'opéra populaire. C'est vraiment pour le peuple, pour les gens. Populaire au sens accessible au niveau tarif et accessible aussi au niveau de ce qui est joué? Exactement. Donc beaucoup de pièces sont traduites en allemand. Parce que souvent, en fait, les gens ont un peu peur de ne pas comprendre l'opéra. Ouais. Et en fait, en venant à un théâtre qui traduit dans leur langue, ça aide. Alors nous, on va à la salle de répétition, c'est par là. Ok, bah, je suis. Allô. Allô. Je vais mettre mon costume de répétition. Ok, t'as un costume de jeu en fait. Un costume de jeu, exactement. Très bien. Pour le prince Orlovski, il faut un vrai costume de prince. Alors, le prince, c'est une tenue de prince, ça? C'est sa robe de chambre. La Volksoper joue cette production depuis environ 40 ans. Et depuis 40 ans, en fait, ils ont deux costumes.
un version S et un version L. Et donc, ça veut dire que toutes les grandes voix de la Volksoper ont passé avec ce costume. Et donc, j'ai grandi en étant dans le public, dans la voix. Et en voyant ce manteau porté. Voilà. Oh, j'en ai les frissons, je te jure. Ah, c'est génial. Et maintenant, ouais, ça doit être très touchant pour toi. C'est très, très touchant. Wenn ich mit anderen sitz beim Wein und Flasche um Flasche leer, muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde ich grob ich sehr. Und schreien kann ich, wenn sie schreien, ich will nicht, hab genug. C'est bien, merci. Malgré tout son argent, toutes les fêtes que le prince organise, rien ne peut le faire rire. Mais il veut que ses hôtes s'amusent à sa place. Ça serait bien qu'on accentue ça encore un peu plus. Sie ist mal bei mir so sitte, chacun son goût. Sie ist mal bei mir so sitte, chacun son goût. Oh. Incroyable, hein. J'adore. Je suis très impressionné par ton talent, hein. Enfin tes talents. Comment vous qualifieriez, Elisabeth, la voix de Katia? Ce qui est intéressant avec la voix de Katia, ce sont les couleurs qu'elle apporte. Que ce soit le prince Orlovsky ou Carmen, elle apporte cette tension, cette profondeur, cette couleur, ce timbre qui les rend vraiment très touchants et qui enrichissent les rôles incroyablement. Bah, dis donc. Oh là là, oui, les compliments, c'est ça. Pour moi, c'est un combat qui vaut le coup d'essayer de transmettre cet amour pour cet art que j'ai à un maximum de personnes. Et donc, du coup, ça veut dire aussi se battre contre toutes les problématiques, que ce soit le racisme à l'opéra, que ce soit le sexisme dans différentes institutions. J'aimerais juste que le monde soit un petit peu plus beau. Et avec la musique, c'est la façon la plus facile de le faire. Et avec ton tempérament, tu n'hésites pas, si je puis utiliser cette expression, à l'ouvrir finalement. Hein? Genug damit, genug, einen Ball zu spielen uns On est à l'atelier de Robert Komploy. Ah, c'est un artiste verrier en fait. Un artiste verrier, ouais. Oh, dis donc, c'est original ce qu'il fait. Hein. On dirait que c'est du métal sculpté. Ouais. Ah, c'est lui qui a fait travailler, ouais. Oh! Allô, Robert. Salut Robert. Bonjour Katia, hello. Vous pouvez enlever vos vêtements. Parce qu'il il fait bon chez toi. Hein. Posez-les là-bas. C'est chouette ce lieu. Hein. C'est super beau. Qu'est-ce que c'est ça, Robert? Je suis en train de réaliser une boule de Noël. Et là, j'utilise de minuscules paillettes de verre coloré. Ça va donner une boule de couleur mauve. D'accord. Je vais utiliser un très vieux moule qui provient de Murano, à Venise. Vénitien, oui. Il a plus de 500 ans. C'est vrai? Ah, c'est génial. Donner vie à un objet comme ça, hein, c'est beau. Hein. C'est magnifique. Ce qui est fascinant, c'est que tu arrives à en faire une vraie sphère d'une grande régularité. Juste en soufflant, oui. C'est difficile. Comme chanter. C'est comme du miel. Waouh. La magie de Noël. Et bravo. Robert, quel est ton parcours? Comment tu en es venu à faire ce métier de souffleur de verre? J'étais charpentier. Je travaillais le bois.
Et il y a 20 ans, j'ai appris le métier de souffleur de verre. Parce que c'est une matière étonnante. Et ça a commencé comme ça. J'ai voyagé autour du monde pendant 10 ans et maintenant j'ai mon propre atelier. Si vous voulez, vous pouvez souffler une boule de Noël. Vraiment? Une chanteuse d'opéra, elle va sans doute faire quelque chose d'XXL avec le souffle qu'elle a. Hein. Ok. C'est comme souffler dans un ballon. Souffle. Un peu plus. Presque. Attention, stop. Regarde. J'ai l'impression que j'ai donné tout ce que j'avais et un tout petit boule. Maintenant, tu souffles doucement. Très doucement. Eh bien, bien, bien. Et stop. Ouais. Très joli. Regarde. Ah, oh, elle est belle. Combien coûte une boule comme ça dans le commerce? Combien tu la vends? Comme c'est Katia qui a soufflé, 500 000 euros. Vraiment unique. On est sur le plus grand parc de Vienne. Qui s'appelle? Le Prater, le poumon de Vienne. Donc là, il n'y a pas de voiture, c'est réservé aux cyclistes, promeneurs, joggeurs? Oui, voilà. C'est ici que j'ai appris à faire du vélo. Mais tu es tombé Prater de temps en temps ou pas? Non, jamais. Faut pas se blesser non plus. Ça, c'est la grande roue de Prater. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle a été bâtie exactement la même année que l'opéra où on était à la Volksoper. C'était pour les 50 ans au pouvoir de François Joseph. Tu vois, depuis 1897. Danke sehr. Ah, il n'y a que nous. Il n'y a que nous, viens. Ah, tu privatises tout en fait. Waouh. Rien que la roue, elle est spectaculaire. C'est une bonne idée de me permettre de voir ta ville finalement aussi de très haut. Et quels sont, Katia, tes rêves? Alors je pense, moi, mon grand rêve, bien sûr, c'est de rentrer en France, de chanter en France et surtout, un jour, chanter en Guadeloupe. Parce que ça, ce serait... Ce sont tes origines? Oui. Ça, ce serait vraiment un grand rêve pour moi. Ouais. Je crois que t'as les yeux qui brillent. Merci de m'avoir fait partager ta ville, tes coups de cœur, ton métier, ton univers aussi. C'était très, très intéressant pour moi. Donc merci à toi. Grand je plaisir. t'embrasse. Et je te souhaite le meilleur. Voilà, le meilleur pour la suite. Bienvenue mesdames et messieurs au château de Schönbrunn. On va préparer ensemble le fameux strudel aux pommes qui a plus de 300 ans. Dans les cuisines du plus célèbre château d'Autriche, la pâtisserie se donne en spectacle. 4 fois par jour, Michael jongle avec les ingrédients pour dévoiler les secrets de fabrication de ce classique viennois. Chaque grand-mère, chaque mère préparait des strudels à la maison. Ça nous rappelle ces parfums de raisin, de cannelle. Ce sont des arômes sucrés qui sont réconfortants. Et maintenant, le monde entier en profite. Pour savourer cette valse sucrée, à Vienne, les cafés ressemblent parfois à des salles de bal grandioses. Installé dans un palais, le café Gerstner aime mettre les petits plats dans les grands. En 1873, 26 ans après sa création, le confiseur devient le très officiel fournisseur de la cour impériale d'Autriche. Ce sont des violettes confites, les bonbons préférés de l'impératrice Sissi. Rentrer dans ce café, c'est comme un voyage dans l'histoire, au temps de la monarchie.
Là, par exemple, on a l'un des gâteaux favoris de l'empereur François-Joseph. Sur le dessus, ce sont comme des biscuits avec une gelée qui recouvre une base de crème au beurre et au chocolat. Il faut vraiment que le gâteau soit beau, quasiment géométrique. Et là, il est très bien fait. Bravo. Qu'il soit chargé de dorure ou plus intimiste, à Vienne, le café est une institution gastronomique. Et avec ses 2400 comptoirs, il y en a pour tous les goûts. Sur la Ringstrasse, le grand boulevard qui encercle le centre historique, le café Schwarzenberg est le plus ancien. Depuis 1861, s'installer au café est un rituel avec ses codes. Garçon? Oui, monsieur. Je vais prendre un café crème avec une tarte au chocolat et de la chantilly. C'est noté. C'est la boisson la plus commandée dans les cafés viennois. Et après 13 heures, on peut s'autoriser une pâtisserie avec. Installée confortablement, la pause café s'allonge. C'est ainsi que dès le 19e siècle, les cafés sont devenus des résidences secondaires pour la crème de la crème des artistes et des intellectuels de l'époque. Sur ces banquettes, Joseph Hoffmann, l'architecte de Vienne, pouvait donc croiser Freud, Strauss ou encore le peintre Gustav Klimt. On a un dicton qui raconte que le client dort chez lui, mais qu'il vit au café. À l'époque, les appartements étaient rarement chauffés. Il n'y avait pas une eau de qualité comme aujourd'hui. Même le facteur savait que c'était plus simple de livrer son courrier au café. Avec son atmosphère intemporelle, encore aujourd'hui dans un café de Vienne, les clients peuvent rester attablés plusieurs heures en n'ayant commandé qu'un seul café. J'ai mes journaux à côté de moi, je peux travailler confortablement. Je viens ici tous les 2 jours, c'est un peu comme chez moi. Un prolongement du salon où il faut tout de même cohabiter avec le ballet des garçons de café. Réputés pour leur exigence, mais aussi leur caractère un peu bougon. Attention à bien présenter les gâteaux. Là, le lait doit toujours rester au chaud. Tiens, toi, amène ça en cuisine. Au café d'Iglas, un autre historique de Vienne, Anton sert des cafés depuis 25 ans. Aujourd'hui, il est en charge de former les plus jeunes, leur apprendre la carte d'une quinzaine de cafés différents et transmettre ce charme plutôt discret. C'est un peu un cliché qui nous colle à la peau. Je ne sais pas si nous sommes râleurs, mais parfois on peut être très direct avec notre franc-parler. Et ça, c'est vrai qu'on ne le retrouve pas aux États-Unis ou en Asie. En vrai, nous on s'attend à ce qu'il soit un peu grincheux. Ça paraît étrange, mais c'est aussi ce qu'on aime au café. Plus qu'une simple boisson ou une pâtisserie, les cafés offrent une tranche de vie viennoise. Un délicieux moment sucré qui a le goût du bonheur. Liebe Fahrgäste, gleich ist soweit und wir erreichen unsere Ziel in Endbahnhof, Salzburg-Haberhof. In Salzburg-Haberhof bitte wir Sie Jérôme, enfin. Ça va bien? Salut, ça me fait plaisir. Écoute, je suis ravi de te rencontrer. J'ai vu beaucoup de photos de toi en train de faire ton métier de marionnettiste, que j'ai hâte que tu me fasses découvrir. Et la ville bien sûr, et puis surtout ce métier si particulier, puis le théâtre qui est vraiment unique en son genre. Et j'aimerais bien passer faire un petit coucou à Wolfgang Amadeus Mozart, il est né ici, ce serait quand même bête de pas le oui, je vais te le présenter, en tout cas sa maison. Ça marche. Allez, en route, c'est par là. Allez, go.
période de l'hiver, avant les fêtes. C'est très, très couru, très prisé, les gens viennent ici. Et est-ce que tu penses que l'engouement pour Noël, pour l'Avent, est aussi important qu'à Vienne? Tout aussi important, si ce n'est plus, je dirais. Ouais. Les gens sont vraiment à la recherche de quelque chose d'authentique dans des décors. Tu vois absolument le panorama. La vieille ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis il y a énormément d'églises à Salzbourg, c'est pas pour rien qu'on nomme la ville la Rome du Nord, la Rome des Alpes. Qu'on compte entre les deux rives au moins une vingtaine d'églises de toute taille. Et alors là, on enjambe quoi ici là? On enjambe la Salzach. Ok. Dans le nom de la rivière, il y a le mot sel. Ouais. Pourquoi? Salz. Voilà. Parce qu'en amont de la rivière, il y a des grandes mines de sel. Donc la ville a tiré sa richesse de ces mines. Et puis ici, c'était un peu à péage. Ici, on encaissait les bateaux avec le sel. Très bien. Donc la ville doit tenir son nom de la rivière, j'imagine. Oui. Et tu la danses, toi, un petit peu la Salzach ou pas? Non, tu ne danses pas du tout ça? 3 heures par semaine. Bon, j'ai hâte d'aller visiter la vieille ville. Pardon, madame. En avant. Charmante cette rue là. On arrive dans la Getreidegasse. C'est très typique. C'est un petit peu nos Champs-Élysées salzbourgeois. Sans voiture. Sans voiture, ouais, ça c'est chouette. Bien sûr, tu as les grandes enseignes de luxe. Ouais. Et puis à côté, tu as des magasins de vêtements toujours traditionnels. Ok. Donc les pantalons de cuir, le lederhose, Dirndl pour les femmes. Ouais. Les gens portent ce costume traditionnel régulièrement. Et puis, mais surtout, ce qu'il faut quand même noter aussi dans la Getreidegasse, en fait, c'est les enseignes de part et d'autre. Et en fer forgé, je vois, Ouais. C'est très beau, ça. Ça date aussi de l'époque médiévale où les gens étaient pour la plupart analphabètes. Et donc, tout simplement, au-dessus de l'échoppe du tailleur, il y avait une paire de ciseaux. Oui. Il y avait un symbole, quand même. En fait, pour signifier qui fait quoi ici. Et alors, dans le cœur du cœur, qu'est-ce que tu lis là? Ah, je lis Mozart's Geburtshaus. J'ai fait, comme tu l'entends, allemand en première langue, ça va de soi. Mozart's Geburtshaus. Mozart est né ici. C'est sa maison? Oui. D'accord. Ah, et je me permets de faire une remarque qui est très personnelle, mais donc la maison de Mozart et en dessous, on a une supérette. C'est quand même pas une opérette, une supérette. Ce qui est quand même assez troublant. C'est une supérette, mais au moins, c'est en or, tu vois. Ah, tu veux dire que l'enseigne est dorée? Oui, bon, si on veut. Non, ça pourrait être un lieu sanctuarisé, tu vois. C'est l'un des plus visités, j'imagine, de la ville. Ouais. Enfin bref, passons. Bon, Jérôme, tu peux pas venir à Salzbourg sans goûter les Mozartkugel. Ah bon? Ce serait sacrilège, je pourrais goûter ça. Complètement. J'aimerais acheter 2 boules de Mozart. Volontiers. Et mon ami aimerait en goûter une. Les voici, c'est de la pâte d'amande à la pistache entourée de nougat et enrobée de chocolat. Danke, merci. J'ai l'impression que c'est une maison ancienne ici, non? C'est une véritable institution à Salzbourg. Cette fameuse boule de Mozart a été créée quelques années après, je crois, 1890. Oui, d'accord. Le marketing de l'époque était déjà bien pensé. Hein. Bon, on va aller se goûter ça. Je paye. Merci. Je t'invite. Donc finalement, on repart avec une paire de boules de Mozart. C'est un peu étrange comme concept, mais bon. Fiati, ciao, ciao. Le Graal. Le Graal. Allez, on va rester sur la gastronomie. Ouais. Ça te laisse sans voix. Ça me laisse sans voix, oui. Exactement. C'est magnifique. Merci pour la découverte. Bah, je t'en prie, ça me fait plaisir. Ce qui est intéressant, en fait, on voit des Pères Noël partout, mais en Autriche, le Père Noël n'est pas si populaire. C'est pas une figure un personnage qui est très connu. Qui n'est pas forcément associé à Noël, comme ça peut l'être, par exemple, en France.
Il l'est, mais c'est un autre personnage qui apporte les cadeaux. Ah, d'accord. Et ce personnage s'appelle le Christkind. Si tu traduis ça littéralement, c'est l'enfant Christ. C'est une sorte d'ange. C'est un peu le Père Noël jeune, enfant, quoi. Ouais. Sans barbe. Ouais, sans barbe. Mais avec les ailes. Exactement. L'important, c'est qu'il amène des cadeaux. On passe juste à côté du dôme de la cathédrale. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois avoir aperçu le Père Noël, mais on ne dit rien. Hein, on ne dit rien. On n'est pas encore le 4 décembre. Il habite au pôle Nord. Ouais, mais bon, il commence peut-être sa tournée par l'Autriche, on ne sait pas. Donc là, la vue plongeante sur la ville. Et puis là, les fortifications. Qui ont été les princes qui ont vécu ici? Alors il y a eu beaucoup de princes archevêques qui se sont succédés. Chacun a apporté vraiment sa pierre à l'édifice. La forteresse a été maintes fois assiégée mais jamais conquise. Ah ouais? Un peu le toit de Salzbourg. Oui, c'est ça, oui, exactement. Oui. Et on la regarde, c'est un peu comme un baromètre. Moi quand je pars tous les matins au travail, je me retourne, je me dis, ah, elle est dans le brouillard, ah, il fait déjà beau et tout, c'est un peu notre phare. Ça fait combien de temps que tu vis ici, toi? Ça fait 12-13 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et comment ça s'est passé? C'était un objectif absolu de venir travailler dans ce théâtre? Absolument. J'ai vu les marionnettes de Salzbourg, j'avais 14-15 ans, à Paris, lorsqu'elles étaient en tournée, et je me suis dit tout de suite, c'est là-bas que ça se passe et pas ailleurs. Je veux aller là-bas. T'es bien, t'es dans ton élément ici? Je suis bien, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma place. Et ça, c'est beau, ça apporte beaucoup de tranquillité dans la vie. Ouais. Le Mariandel quitte l'embarcadère de Krems pour remonter la vallée. Ce n'est pas le bateau le plus rapide, mais il est confortable. En Autriche, une légende raconte que Johann Strauss aurait trouvé l'inspiration de son beau Danube bleu au cours d'une croisière sur le fleuve. Un mythe qui aurait pu avoir comme décor la vallée de la Wachau, à 1 heure de Vienne, là où le Danube se fait plus envoûtant. Depuis mon enfance passée dans la région, j'ai toujours eu ce lien avec l'eau. Mon grand rêve, c'était de devenir capitaine. Et depuis 20 ans, je vis mon rêve. Sur l'eau, j'ai le sentiment d'avoir la meilleure vue sur la vallée. En remontant le Danube sur les 33 km de la vallée, le paysage plonge dans une ambiance de villages médiévaux et de châteaux en ruine. À 312 mètres de haut, Martine serpente à travers les méandres de la forêt hivernale à la recherche des plus belles vues. Il y a des centaines de kilomètres de sentiers de randonnée. Alors c'est sûr que ça demande quelques efforts, mais au final, ça en vaut vraiment la peine. Après 30 minutes d'ascension, la forteresse de Dornstein, construite au milieu du XIIe siècle, se dévoile, ou plutôt ce qu'il en reste. Des vestiges qui, au milieu du ciel gris de l'hiver, révèlent une atmosphère mélancolique. De quoi faire naître des légendes. La plus célèbre se déroule entre ces murs de pierre en 1192. L'histoire raconte que Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre, de retour des croisades, fut emprisonné ici dans le château de Dornstein. Pour le retrouver, son ami d'enfance, qui était aussi troubadour, s'est lancé à sa recherche le long du Danube, en chantant. En arrivant au pied du château, Richard Cœur de Lion a reconnu la voix de son fidèle ami. Et c'est ainsi qu'il a pu être libéré. Source de légendes romantiques ou de peine de cœur, la vallée de la Wachau entretient depuis toujours une histoire d'amour, bien réelle cette fois-ci, avec le vin.
Sur ces 1300 hectares de vignobles en terrasse, façonnés par les Celtes puis les Romains, la vallée produit quelques-uns des meilleurs vins blancs secs du monde. Qu'est-ce que tu as comme vin en ce moment? Celui-là est encore vide. Et là, le son est différent. Il est plein. Cette cave a presque 1800 ans d'existence. C'était une cave romaine qui était importante car à l'époque, chaque soldat romain avait droit à 2 litres de vin par jour. Pour fournir tout le bataillon, les Romains se sont mis à cultiver du vin tout au long de la vallée. Dans le plus ancien domaine viticole d'Autriche, les vins peuvent mûrir pendant 25 ans dans ces énormes foudres en bois, offerts comme cadeau à la naissance de chaque enfant. Sur ce tonneau, il est sculpté mon prénom, Nikolaos, ma date de naissance, mon signe astrologique, je suis poisson, et là en haut, c'est le nom de ma famille, Sas. Quand j'étais enfant, je venais souvent ici pour le nettoyer. C'est une fierté. Au fil du Danube, la vallée de la Wachau se révèle être un pays de cocagne. Quand en hiver, les vergers sont au repos, en cuisine, Katharina garde toujours au congélateur quelques précieux abricots, l'autre spécialité de la région. J'enrobe simplement l'abricot. Je lui donne une belle forme. Il y a plus de 1000 variétés d'abricots dans le monde. Et celles que l'on produit ici sont les meilleures. On en mange tous les jours, que ce soit en confiture, en jus et même en vin pétillant. Par-dessus, je rajoute un peu de sauce, toujours de l'abricot. Dans son café dédié entièrement à l'abricot, la dégustation des Marillenknödel, ces boulettes sucrées, est l'occasion de réunir la famille, toutes générations confondues. Bon appétit! L'abricot rythme la vie de notre famille. Il nous permet de nous asseoir ensemble et de savourer ces moments. Au départ, les hommes travaillaient dans les vergers et les femmes restaient à la maison pour cuisiner et s'occuper des invités. Mais avec la guerre, les femmes ont dû tout faire par elles-mêmes. Et c'est comme ça que l'abricot est devenu une affaire de femmes. Et ça dure depuis 6 générations. Fruit d'une relation harmonieuse entre l'eau, la nature et son histoire, la vallée de la Wachau est un territoire qui se transmet au rythme calme des flots du Danube. Merci, oh là là. Bienvenue au Théâtre des Marionnettes de Salzbourg. Superbe. Déjà, l'entrée nous met tout de suite dans l'ambiance, dans l'atmosphère du théâtre et des marionnettes, avec toutes les vieilles affiches. C'est super chouette. On a fêté cette année nos 111 ans d'existence. Waouh! Ça doit être l'un des plus vieux au monde, un théâtre de marionnettes aussi vieux, non? Oui, la compagnie est vraiment très vieille. Donc, ça a été fondé par Anton Eicher, qui était sculpteur. Qui a proposé à sa famille, ses amis, un petit spectacle de marionnettes à fil. Et puis, le théâtre s'est développé. Et voilà ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc ça, c'est la salle. Oh, ah ouais, c'est immense. Ah, je m'imaginais pas une salle de spectacle aussi vaste. Ici, c'était un ancien hôtel. Et donc, c'est l'ancienne salle de bal. Ah, les fameuses salles de bal autrichiennes. Très bien. Ça a dansé la valse. Et puis maintenant, les spectateurs sont assis ici.
Et Jérôme, je te présente notre atelier costume. Allô. Bonjour, allô. Jérôme, enchanté. Allô, Marion. Marion. Alors sur quoi tu travailles, Marion, toi? Eh bien, nous sommes en train de rénover ces marionnettes. C'est une marionnette historique qui vient de la pièce Les Contes d'Hoffmann. C'est Olympia, le personnage principal, et les tissus s'effritent avec le temps. Alors nous, on les restaure, tout simplement. Nous en avons choisi un qui lui ressemble beaucoup. Il est beaucoup trop clair, alors on va devoir le patiner. On va le patiner, on va même le teindre un petit peu. Les choses très légères comme ça, on les teint simplement dans du thé noir. Et je regardais en plus là, le travail des broderies, c'est incroyable, c'est de la haute couture en fait. Oui, c'est de la haute couture. C'est fait à la main. Tout est refait dans le moindre détail. C'est comme pour un humain. Dans cette troupe, on n'est pas simplement marionnettiste, on travaille également dans les ateliers. Tu vois, Marion est marionnettiste, je suis marionnettiste. J'ai fait un diplôme des métiers d'art de costumier. Donc, tu as des sculpteurs, des peintres, des éclairagistes. Nous créons nous-mêmes le spectacle de A à Z. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire Édouard aux mains d'argent, mais aux doigts d'or plutôt alors. Hein? Effectivement, parce qu'Édouard aux mains d'argent, il les coupe les fils. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas. Hein? Bienvenue dans le coffre-fort du théâtre. Oh, c'est incroyable, c'est un magasin de marionnettes. T'as la Mélodie du Bonheur, Casse-Noisette, Flûte enchantée, Carnaval des animaux, Blanche-Neige, Les Contes d'Hoffmann, Le songe d'une nuit d'été. Avec les ânes, oui. Quoi d'autre? Alice au pays des merveilles. C'est exceptionnel, j'adore. Une marionnette a un minimum de 11 fils. Alors t'en as un au dos du T, c'est le dos. Okay. On voit bien là. À gauche et à droite du T, t'as les cuisses. Ah, les cuisses, carrément. Et puis devant, t'as main gauche, main droite, et aussi un troisième pour rapprocher les mains lorsqu'il faut saisir des objets. Alors tu vas mettre ton index sous le T, comme ça. Sous le T. J'en prends une autre. Putain, on va faire ça en parallèle. Okay. C'est Juliette. Ok, très bien. Bonjour, mademoiselle. Mes hommages. Bonjour, monsieur. Oula, attention, je suis en train de faire des nœuds. Hop là. Et on continue. Le plus important, c'est la marche. C'est la marche? De toute façon, ne t'inquiète pas, c'est normal. On compte à peu près 7 ans pour qu'un marionnettiste soit autonome. Oh, 7 ans. En tout cas, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ta dextérité. Édouard, bravo, je t'applaudis. À demain. Mais je vous en prie, je m'appelle Juliette. Juliette, enchanté. Mais mon cœur est déjà pris. Oui, il paraît, oui. Toi, tu fais le geste de bouder. Tourne-toi vers l'arrière. C'est un ballet en fait, c'est un ballet en haut quoi, un ballet entre vous, dans vos mouvements. Pour véhiculer des émotions, ça part de la tête, dans les bras, dans les mains, tu descends tout ça jusqu'à la marionnette. Il n'est pas question de tirer des fils, il est question d'interpréter. Oui, les personnages sont le prolongement de tes émotions quasiment. Oui. Exact. C'est très beau. Exactement. Jérôme, on est arrivé au petit village de Saint-Wolfgang. C'était un lieu de villégiature pour l'empereur et toute la cour. Ok. Et donc la région a aussi profité de cet essor touristique. On monte sur la montagne du Schafberg. On va prendre un train à Crémaillère, Schafbergbahn, unique dans la région. Super. En voiture, Simone.
enfin Jérôme. Tu peux m'appeler Simone, mais je répondrai peut-être pas tout le temps, comme c'est pas mon prénom. Ah, il y a du déniveleur, regarde ça, c'est bien raide là. Hein. Il faut se rendre compte qu'ils ont construit ce chemin de fer en une année. À quoi? Quelle époque? 19e? 1890, quelque chose comme ça. Dans le temps, les hommes de la cour, enfin toute la cour, montaient, respiraient le bon air. Et puis alors les hommes marchaient, mais les femmes étaient en chaise à porteur. Il y a un vent là. Ouf. Glacial. Ça passe. Ah ouais, super, regarde. On a la partie un peu vallée, la verte. Et le village, le lac. Sublime. Sur les bords du lac, tu vois la différence de couleur, c'est les eaux turquoises. Ouais, exactement. Ça ressemble aux Caraïbes. Ouais. Ouais. C'est dommage que les montagnes viennent gâcher ça, quoi. C'est ça, c'est ce que tu es en train de dire. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que c'est pas loin de Salzbourg. Ouais. À part Waou, pas grand-chose de plus à dire. Alors en sortant du train, j'ai vu qu'il y avait un wagon qui était fixe. Apparemment, on pouvait prendre une boisson chaude. Ouais, je ferai un plaisir de t'inviter à boire quelque chose de chaud. Avec plaisir. Si on arrive jusque là-bas, ben là, on va se laisser pousser là. Bonne dégustation. J'adore. Hein, il y a vraiment les parfums de Noël en fait. À Salzbourg, lorsque les premiers marchés de Noël ouvrent, on est toujours OK. Premier vin chaud, est-ce qu'on arrive à faire ça après un spectacle ou pas? On décale à demain, mais l'ouverture des marchés de Noël est toujours quelque chose de très important pour la ville en général et ça l'est devenu pour moi. Un grand merci de m'avoir fait visiter ta ville d'adoption et surtout de m'avoir présenté ton incroyable métier avec ta compagnie, ta troupe là. Vous arrivez vraiment à donner vie à des choses qui sont incroyables. Ce mur de glace fait 30 mètres de haut. C'est un terrain compliqué. Il faut vraiment rester concentré et faire attention où l'on pose le pied. Avec la neige qui tombe sur le Tyrol, l'ascension se fait plus périlleuse. Sur la corde raide, ces alpinistes du froid s'accrochent à leur objectif. Dans un mois, ils passeront leur dernier examen pour devenir guides de haute montagne. Allez, suis-moi. Plus vite. Avec ces cascades artificielles, on peut vraiment recréer des conditions de haute altitude, comme sur un glacier. Dans une seule zone, on a toutes les configurations possibles. Des chemins raides, d'autres plus plats. C'est donc parfait pour se former car on ne risque rien. Il n'y a pas d'avalanche. À la conquête des sommets, le berceau de l'alpinisme en Autriche compte plus d'une centaine de montagnes au-delà des 3000 mètres d'altitude. Et au milieu de ces vallées formées à la période glaciaire, le parc national de Hohe Tauern est devenu un refuge de la faune sauvage. Un monde de silence, à peine recouvert par le bruit des pas dans la neige des gardiens du parc. On est toujours en train d'observer, les yeux tournés vers le ciel à la recherche d'un mouvement. On sait que les animaux, eux, nous voient, ils nous observent quand on se déplace. Après quelques minutes d'approche infructueuse, l'intuition de Caroline et Andreas est la bonne. Au loin, la montagne semble sortir de son hibernation. Entre les arbres là-bas, j'ai vu quelque chose bouger. Il y a des chamois, là-haut sur la crête.
Cette partie du parc est très souvent balayée par le vent. Ça enlève la neige et les animaux peuvent donc trouver à manger en hiver. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur ce qui se passe dans la nature. Et nous ne pouvons le faire que dans des zones qui sont encore sauvages et éloignées des hommes. Ici, on a la possibilité de créer une véritable prise de conscience. Si pendant ces hivers longs et rigoureux, certaines espèces préfèrent rester cachées, plus loin dans la vallée, un animal exotique se laisse approcher pour une idylle recouverte d'un épais manteau blanc. En fait, les lamas n'aiment pas vraiment être caressés. Au niveau du ventre et des pieds, ils sont chatouilleux. Mais sur le cou, ils acceptent. À quelques mètres des remontées mécaniques encore à l'arrêt, depuis 5 ans, Martine élève une vingtaine de lamas pour en faire des fidèles compagnons de randonnée adaptés au climat d'un hiver dans le Tyrol. Les lamas sont originaires du Pérou. Là-bas, ils vivent entre 4 et 6 000 mètres d'altitude. Il fait donc beaucoup plus froid que chez nous à 1000 mètres. Allez, en route. Déchargée du poids du sac à dos, la balade à travers le domaine skiable se fait plus apaisante au rythme des lamas. C'est un animal qui adore être en extérieur et randonner. C'est un partenaire idéal pour marcher. Les lamas peuvent monter très haut en montagne. Ils ont un pied sûr, comme peuvent l'avoir les chamois ou les bouquetins du coin. Apprécié pour sa douceur et sa gentillesse, au fil des années, le lama est devenu un animal populaire. En Autriche, il serait entre 7 et 8 000. De quoi peut-être leur imaginer une autre mission à quelques jours de Noël. Bien sûr, ce ne sont pas des rennes, mais ils pourraient facilement les remplacer pour tirer le traîneau du Père Noël. Allô. Allô, Jérôme. Salut Jérôme. Ça va? Oui. Enchanté. Je te présente Jacob que j'entraîne au Handhelm. Alors tu m'as dit viens me rejoindre, je fais mon sport, mais je ne m'attendais pas du tout à te voir pratiquer cette activité. Qu'est-ce que c'est que ce sport? C'est du judo? C'est quoi? Le Handhelm est un sport de combat traditionnel pratiqué dans les régions alpines, dans le Salzbourg, le Tyrol du Sud et la Bavière. Ce sont les Celtes qui ont créé ce sport au Moyen-Âge et nous le pratiquons en plein air ici à Bramberg. Et alors, qui gagne à quel moment? Comment on détermine le vainqueur en fait? On peut gagner un combat comme au judo, quand on met à terre l'adversaire avec les deux épaules au sol en même temps. C'est comme le hippon au judo. Ah oui, d'accord, ok. Donc les épaules au sol et combat terminé. D'accord. Oh là là. Ah oui, ça secoue un peu quand même. Hein. C'est un sacré adversaire. Je lutte depuis l'âge de 5-6 ans et avec les années, ça me fait une belle petite collection de trophées. Celle-là, je l'ai gagnée à une compétition européenne à Tenerife en 2008. On affrontait les meilleures équipes de lutte celte. Je suis sorti 3e, c'est un de mes grands succès. Médaille de bronze au championnat d'Europe, c'est une belle médaille, c'est vraiment un beau classement. Est-ce que tu serais prêt à remettre en jeu cette médaille? Aujourd'hui, c'est compliqué de se battre à l'extérieur parce que normalement, ça se passe sur l'herbe, mais il y a trop de neige. Ok, ouais, t'as peur de moi en fait. On va prendre l'air, on va prendre le grand air même. On embarque. Super. C'est parti, mon kiki.
Moi, je savais pas que c'était une station de ski ici. Finalement, il y a pas mal de remontées mécaniques. Je voyais le plan dans le hall. Ici, c'est une grande station de ski avec de belles pistes. La forêt, c'est mon univers. Je coupe des arbres, j'en replante d'autres. C'est un environnement qui me plaît et un mode de vie qui respecte nos traditions. Et tu n'as jamais imaginé quitter tes montagnes pour aller vivre ailleurs? Mon grand-père et mon père ont été gardes forestiers ici. Il n'est pas question que je quitte tout ça. Ça donne envie de skier. Vous avez quand même un massif extraordinaire ici en Autriche et notamment dans cette région avec le Tyrol à côté. J'ai cherché de la plus tendre. Voilà, ce sera mieux. Moi qui voulais skier, tu vois, je skie à mon insu. Ça fait du bien. T'avais raison. Quand tu m'as dit on va prendre l'air, là c'est... Je comprends que t'aies pas envie de bouger d'ici. Le panorama est absolument exceptionnel. Hein. On voit à je sais pas combien de kilomètres. La vue est super dégagée. Là, tu as la montagne des Sorcières, là le mont domestique, ici le sommet 11 et le 12, et derrière le Barthouf. C'est leur vrai nom? 11, 12, et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un petit problème d'imagination dans le village pour leur donner des noms? Ouais, c'est possible. Le village d'en face, ils ont un 12 aussi. Et à 13 km d'ici, il y a une troisième montagne qui s'appelle 12. Je te taquine, je te taquine. Maintenant, Jérôme, j'ai une surprise pour toi. Il n'y a rien de plus traditionnel que le défilé des Krampus. Okay. C'est ce qu'on va aller voir ce soir. J'adore. Oh là là. C'est pas très engageant comme soirée. Les fêtes des Krampus, c'est une tradition chez nous. Krampus, ce sont des personnes masquées. Oui. Et cette tradition est née à quelle époque? C'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge. Oh. Le Krampus punit les enfants méchants et Saint-Nicolas récompense ceux qui ont été sages. Donc ça, c'est Saint-Nicolas alors. Tu vois, Saint-Nicolas donne aux enfants des sucreries et des cadeaux. Les Krampus, eux, vont donner des coups de badine aux enfants turbulents. Oh, c'est vrai? Il les tape vraiment? Ah oui, avec les branches, d'accord. À 4 ans, j'avais peur, mais après, ma peur s'est envolée. C'est parce que tu pratiquais le rankle comme ça que tu n'avais pas peur des Krampus? Oui, pour les renvoyer par terre. La fête ici des Krampus se déroule une fois par an et c'est dans ton village? Non, c'est pas ça. Non. Ça dure 15 jours et chaque commune a son association de Krampus. À partir du 1er décembre, elle se déplace de village en village. Ah, je crois qu'on s'est fait repérer là. Je crois qu'on s'est fait repérer là. T'as pas été sage, toi? J'ai été un vilain garçon. Ah ouais? Là, c'est déjà plus sérieux, là. C'est déjà plus impressionnant, là. Hein. C'est pas bon pour la santé, de fumer. Oula. C'est très réussi, je trouve, le costume, le masque. C'est vraiment impressionnant, hein. Chaque année, ils se renouvellent. Ils créent de nouveaux costumes. Ils changent les masques, les gants. L'ensemble peut coûter de 3 à 4 000 euros. Aïe, aïe, aïe.
Alors Jérôme, cette fête des Krampus? C'était une grande découverte pour moi. Vraiment, je suis adulte, je relativise ce qui se passe. Mais quand on voit 2 ou 3 débouler comme ça, avec ces masques, t'emmènes pas large quand même. Je suis ravi d'avoir partagé ça avec toi, et d'avoir découvert cette tradition. Peu importe où on se trouve dans l'école, il y a toujours un air de musique qui résonne. À l'approche de Noël, l'Académie de musique de Vienne ressemble à un calendrier de l'Avent où derrière chaque porte se cache un cadeau pour les oreilles. Aujourd'hui, ce quatuor de virtuoses enregistre un concert qui sera diffusé dans les hôpitaux. Ces étudiants, vous les retrouverez sûrement sur les plus grandes scènes du monde, et probablement dans la même formation. Même s'ils sont tous encore étudiants, ils font déjà de nombreux concerts. Depuis sa création en 1817, la prestigieuse université joue sa symphonie sans fausse note. Reconnue comme l'une des meilleures académies du monde pour former les musiciens classiques de demain, la MDW sélectionne 3000 talents parmi les plus prometteurs pour en faire des artistes qui transforment la musique en émotion. Denn mein Lieb hat mich verlassen. Wow. C'est à ce moment que la tension doit apparaître. Au début, c'est très bien, mais il faut encore travailler cette partie. Arrivé des États-Unis, Zacharias est un de ces diamants bruts amenés à briller. Déjà lauréat de 3 prix internationaux, le baryton maîtrise les répertoires de Beethoven, Schubert ou encore Gustav Mahler, passé lui aussi par l'Université de Vienne. C'est un endroit chargé d'histoire, un endroit profondément inspirant où on peut ressentir l'énergie des grands compositeurs qui ont étudié entre ces murs. Étudier ici, c'est un rêve. En peu de temps, il a appris énormément de choses. Il faut imaginer qu'il y a encore 3 ans, il ne maîtrisait pas tout ça. Mais comme il met beaucoup de passion dans sa manière de chanter, ça fait de lui un artiste très spécial. À Vienne, ville de musique par excellence, depuis 1993, un atelier redonne une seconde vie au piano abîmé par le temps. Quand j'appuie sur la pédale du piano, le bloc se décale un peu sur la gauche, alors je dois resserrer le câble pour qu'il n'y ait plus de mouvement. À tout juste 16 ans, Sophie a commencé il y a 1 mois et demi son apprentissage de l'art délicat et subtil de réparer et d'accorder les pianos. On va utiliser des poids de 48 et 52 grammes. Enfant, j'ai toujours voulu jouer du piano, mais les leçons étaient trop chères, et donc j'ai fait autre chose. Mais c'est un instrument que j'ai toujours trouvé magnifique, et j'ai gardé ce rêve dans un coin de ma tête. À Vienne, c'est un instrument qui a beaucoup d'histoire. Pour cette formation minutieuse sur 3 ans et demi, les places sont rares. Dans toute l'Autriche, Sophie est l'une des 5 apprentis sélectionnés pour redonner vie à des pianos d'exception. Mon rôle, c'est de transmettre ce savoir-faire. Mais c'est une chose de connaître tous les secrets de fabrication, et c'en est une autre de les mettre en œuvre et d'avoir les bons gestes. Et donc il n'y a que très peu de personnes qui en sont capables. Bouillonnante et créative, la jeunesse de Vienne perpétue l'histoire artistique de la capitale. Loin de l'univers de la musique, Tania et Taro se sont eux rencontrés sur les bancs de l'école de design. 20 ans plus tard, ils continuent leur chemin ensemble pour bousculer la mode locale.
Je suis convaincue qu'avavec un peu de couleur, d'accessoires audacieux, on peut apporter plus de joie à la garde-robe des habitants. Pour ce faire, les deux créateurs ont imaginé une vingtaine de sacs distingués par les plus grands magazines de mode. Des sacs où se mêlent design moderne et tradition viennoise. Là, on a un des premiers sacs que nous avons imaginé. Au centre, on y a ajouté un morceau de canage viennois. C'est le même que l'on trouve sur les chaises de nos fameux cafés. Et c'est devenu une des marques de fabrique de la ville. Ici, à Vienne, c'est plus simple pour créer son propre univers de mode. Ce n'est pas comme dans d'autres capitales de la mode comme Londres ou Paris, où tout est cher. Là, on peut démarrer un projet avec un budget plus modeste et se donner le temps de grandir. Après avoir vu défiler quelques-uns des plus grands génies artistiques des derniers siècles, aujourd'hui encore, Vienne fascine les jeunes prodiges qui écrivent leur propre histoire. Bienvenue à l'hôtel Soviena. Allô. J'ai rendez-vous avec Annette, la chef pâtissière. Est-ce que vous savez où je peux la trouver? Oui, ça sera au 18e étage. Ok. On va la prendre l'ascenseur ici, s'il vous plaît. Ça marche. Merci beaucoup. Allô? Ah, tu es là, Annette. Ah, Jérôme. Je t'ai trouvé. Bienvenue. Tu viens m'aider? Bah ouais. Je vais me laver les mains d'abord. Avec ces ingrédients, qu'est-ce que la chef pâtissière, on va dire la meilleure chef pâtissière de Vienne, a prévu de préparer comme recette? Nous allons préparer aujourd'hui un dessert au miel que je propose sur la carte du restaurant. C'est avec des groseilles. Ensemble, on va faire la partie gâteau. Tu vas mélanger tous les ingrédients. Allez. Alors ça, c'est quoi? C'est une sorte de meringue avec du citron et de la vanille. C'est une belle texture, ça. Tu dois remuer plus doucement maintenant, avec un geste délicat, parce qu'on ne veut pas enlever l'air dans la préparation. Ok, comme la mousse au chocolat, bien aérée. Ça a été un chemin pour toi tracé, évident, de choisir celui de pâtissière? Ma mère était une artiste et mon grand-père un pâtissier. Et je me souviens que je m'installais à côté de mes grands-parents pour les aider à faire des desserts. Ah, elle te tenait dans les bras, c'est vrai? Ah, c'est drôle. J'ai commencé par la cuisine, mais je me suis rendu compte que la pâtisserie me donnait une plus grande liberté. On peut travailler avec plein de textures différentes et composer des objets, des sculptures, des tableaux. Avec la pâtisserie, tu peux te réinventer tout le temps. C'est très créatif. Tu vas pouvoir le déguster. C'est fini. C'est très très beau. C'est très harmonieux. Oh là 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 là! Quelle vue! Ouf, ouf. Oui, la vue est incroyable. Et le goût ne sera que meilleur avec la ville tout autour de toi. Oh là là, quelle chance! Profite de ton dessert. On a le moelleux du gâteau, ensuite on a la fraîcheur de la glace, on a le croustillant, on a le... C'est un délice. Hein. Et je dois te faire une confidence, je suis pas très dessert d'habitude. Mais alors là, des comme ça, j'en veux bien tous les jours. Hein. Oh, c'est très gentil, je te remercie. Un de mes amis produit du fromage dans les montagnes et il l'amène ici pour la fermentation. C'est quelque chose d'unique à Vienne. Il est le premier à faire ça.
Ok. Il a trouvé une cave parfaite avec toutes les conditions requises. On est arrivé, on va le rencontrer. Je vois que du prêt-à-porter pour l'instant. Tu es sûr que c'est là? Pour être honnête, peu de gens ont le droit de venir ici. C'est un club privé où l'on vient déguster du vin accompagné des fromages de mon ami. C'est comme ça que tout a commencé. C'est très grand ici en fait. Hein. Oh là là. On y est. Regarde, il est à l'intérieur. Allô. Bonjour. J'ai les mains pleines de fromage. Non, ça ira, ça ira, ça ira. Donc là, vous faites uniquement l'affinage en réalité? Oui. L'endroit où je fabrique le fromage se trouve à 700 km à l'ouest d'ici. C'est la région où j'ai grandi. Mes parents étaient fermiers, ils avaient un alpage où ils faisaient le fromage. Et quand j'étais enfant, j'adorais les aider. Ce qui est important pour moi, c'est que je travaille avec des récipients en bois qui apportent au lait des bactéries naturelles pour la fermentation. Je n'ai pas besoin de ferments issus de laboratoires ou autres. Qu'est-ce qui fait justement que votre fromage est exceptionnel? Ici, on mange habituellement le fromage de l'année. Et quand la nouvelle saison arrive, tout le fromage a été consommé. Alors que pour moi, il commençait juste à être bon. J'en avais marre de ne manger que du fromage jeune. Alors j'ai loué cette cave à Vienne et je peux maintenant faire vieillir mes fromages. Vous voulez le goûter? Ah. Ah, quel beau plateau de fromage. Oh, c'est vraiment chouette celui-là. Hein. Il est exceptionnel. Oh là 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 là. Ah oui, ça doit être très très vieux là. On va goûter un fromage de 3 ans d'âge. Ouais. On a vraiment le goût du lait, je trouve. Là. Et puis après, la pointe de sel qui revient derrière. C'est très très bon, Anton, bravo. Hein. Celui-là, c'est mon préféré. C'est parfait avec la cristallisation et cette maturation, c'est top. Absolument. Les Français ont de la concurrence. Hein. Merci beaucoup. Merci. Ciao, bonne journée. Ciao. C'est le marché de Karlsplatz. C'est plus un marché d'artisanat. Les artistes vendent leurs créations ici. Il existe depuis 300 ans à Vienne. En dépit de la météo qui n'est pas très avenante, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de monde sur le marché de Noël où nous sommes. Et j'ai vraiment l'impression que ça fait partie intégrante de la vie des Autrichiens et des Viennois. Oui, on a tous des souvenirs d'enfance. Moi, par exemple, je me rappelle m'être amusée sur un manège comme celui-ci. Okay. Il est vraiment spécifique à ce marché. Ah ouais, j'avais pas vu. C'était rigolo d'être sur les vélos. Ah oui, j'avais pas vu en effet, oui. Pas d'électricité, on pédale pour faire tourner le manège. C'est excellent comme idée. Je suis pas sûr qu'elle arrive à le rattraper. Non, elle ne va jamais le rattraper. Mais c'est ça qui pimente le jeu, non? Ça évoque quoi pour toi ces marchés de Noël quand tu étais enfant? Je me souviens que petite, je pouvais choisir un cadeau, un objet pour décorer l'arbre de Noël. Je n'avais droit qu'à un seul. Et après, traditionnellement, on mangeait une galette de pommes de terre rissolée avec de la crème dessus. Ça, je m'en souviens très bien. Ah, c'est ça? C'est pas la Madeleine de Proust, mais c'est la pomme de terre de Proust pour toi. J'espère que cette journée t'a fait aimer Vienne encore davantage. Oui, exactement, absolument. C'est un plaisir pour moi, un plaisir partagé. Passe de bonnes fêtes, hein, le New Year. Merci, toi aussi. À Vienne, en hiver, les jours sont vraiment courts. On doit donc commencer très tôt à parcourir la ville pour en profiter, parce qu'ici, le soleil se couche à 16 h. Si l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, pour ces visites guidées, Siri, passionnée d'histoire, préfère, elle, se plonger dans le glorieux passé de Vienne.
Bienvenue au Nashmarkt. Je m'appelle Siri. Ça vous rappelle sûrement l'assistant virtuel de votre téléphone. Eh bien, ça fonctionne pareil. Si vous avez une question, vous pouvez m'appeler par mon prénom. Alors, ce marché existe depuis environ 250 ans. À l'époque, pratiquement tout le centre de l'Europe appartenait à l'Empire des Habsbourg. Et donc aujourd'hui, on retrouve encore des spécialités culinaires de toute cette zone géographique. Délicieusement cosmopolite, le principal marché alimentaire de la capitale voyage entre l'Orient et les Balkans. Au milieu des stands colorés et des épices, même la boisson préférée des Viennois est un héritage des Ottomans du XVIIe siècle. Santé! Boire son café le matin, ça fait partie du mode de vie des Viennois. On prend notre temps, rien ne presse, et comme ça on profite mieux de chaque instant. Née en Thaïlande, Siri se considère comme une Viennoise d'adoption. Alors, pour entretenir sa relation avec sa ville de cœur, tous les mercredis soirs, la jeune femme retrouve ses amis pour une autre tradition locale. Je crois que nous sommes des gens qui aimons beaucoup l'art en général. Alors pratiquer la musique, chanter, pour moi c'est la meilleure manière de me sentir chez moi. La musique, c'est ce qui nous relie tous. Avec son art de vivre et sa sérénité intemporelle, depuis plus de 10 ans, la capitale autrichienne se classe au premier rang des villes les plus agréables au monde. Un bonheur simple qui se retrouve à l'heure du déjeuner dans l'un des 300 kiosques à saucisses de la ville. Propriétaire du plus ancien, installé au même endroit depuis 1928, Patrick et sa maman Vera en ont fait leur cantine. On va prendre un grand plateau à partager pour les gourmands. Légèrement fumé et garni de fromage, la star locale se consomme debout au comptoir pour mieux regarder défiler la société viennoise. Super, merci. Il y a vraiment des Viennois de tous les milieux qui viennent manger ici. Ça peut être l'ancien président, comme des travailleurs, ou bien des touristes qui viennent du bout du monde. Comme vous êtes debout, côte à côte, c'est plus facile pour discuter avec des inconnus. Ce n'est pas comme au restaurant, chacun à sa table. En quelques minutes, vous êtes servi et ça ne coûte vraiment pas cher. En fait, c'est notre premier fast-food qui existe depuis presque 100 ans. À Vienne, l'empreinte du passé est partout. De ses façades baroques à son architecture imposante, l'ancienne capitale impériale peut sembler figée dans le temps. Et pourtant, au nord-est du centre-ville, Vienne continue de construire son histoire, vitesse grand V. Sur le site d'un ancien aéroport, depuis 15 ans, Vienne a lancé l'un des plus gros chantiers d'Europe pour ériger un nouveau quartier autour d'un lac artificiel. À la naissance de sa fille il y a 4 ans, Bernd a déménagé de la vieille ville pour s'installer dans cet écoquartier. Marlène, allez, avance ma fille. C'est agréable de vivre au milieu d'une immense zone piétonne. Je n'ai pas à m'inquiéter des voitures. Il n'y en a presque pas ici. Pour faire du vélo ou pour jouer, c'est parfait car tous les espaces, les trottoirs sont beaucoup plus larges. Avant, les villes étaient construites autour de l'église ou de la mairie. Ici, ce sont le lac et la nature qui font office de centre-ville. Sortie de terre sur une vaste feuille blanche, à Seestadt, c'est maintenant aux habitants d'imaginer la ville de demain. Bienvenue. Allez-y, mettez-vous à table. Est-ce que tu veux découper des pains d'épices? Au cœur du quartier, un espace reste toujours ouvert pour que les voisins se rencontrent. À quelques jours des fêtes, petits et grands confectionnent ensemble des biscuits de Noël. Une licorne! Ça donne vraiment un sentiment d'appartenance à son quartier. On se sent chez soi. Et de se réunir comme ça à Noël, c'est la meilleure période de l'année pour être ensemble.
Mieux connaître ses voisins, pour nous, ça peut permettre de créer une sorte de résilience, de solidarité. Je dirais même qu'un quartier où il fait bon vivre, c'est un quartier qui rend les gens heureux. Avec ses sourires, Vienne réinvente son art de vivre. Une certaine idée du bonheur partagé. Je vais peut-être me faire un petit tour de train pour bien finir mon voyage, mais j'ai un petit peu les chocottes pour les sensations. Ah, danke. Quelle ambiance si particulière ici à Vienne, dans la capitale impériale autrichienne, avec ces illuminations. Ici, ce sont des moments où l'histoire, la musique, le spectacle et les traditions se mêlent pour offrir des moments de partage extrêmement chaleureux. Les Autrichiens aiment se retrouver, toutes les générations se retrouvent, toutes les classes sociales se retrouvent pour communier dans ces moments-là. Et ça, je trouve ça assez beau. Et c'était en tout cas extrêmement touchant pour moi de pouvoir vivre ces moments-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon périple. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez suivre cette émission, la revoir en replay sur France.tv ou suivre les coulisses de nos programmes sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous. À très vite. Auf Wiedersehen.